Merci beaucoup pour cette invitation. Alors effectivement, je vais partir un peu loin des côtes, mais au final, pas tant que ça, et je vais vous parler des impacts du réchauffement climatique dans les territoires de montagne. Alors je vais commencer par une figure qu'on a déjà beaucoup vue depuis le début de ce colloque, mais je pense que ça ne fait pas de mal de la revoir une fois de plus. Cette figure, elle représente du coup le changement de température par rapport à la période 1850-1900. Et depuis 1950, alors d'abord ici, ça c'est la courbe pour le global qui atteint aujourd'hui un réchauffement de un peu plus de 1 degré. On sait qu'en moyenne, les terres émergées se réchauffent plus vite que les océans pour atteindre un réchauffement qui est à peu près aujourd'hui de 1,6 degré. Et on est aussi capable d'estimer le niveau de réchauffement sur la France, ça a été montré par Christophe Cassou hier, pour atteindre 1,66 degré de réchauffement en moyenne. Alors la question qui nous préoccupe ici, c'est de savoir à quel point en France et en Europe, les territoires de montagne se réchauffent par rapport à ça. Et c'est une question qui n'est pas forcément très facile parce qu'en fait, les territoires de montagne, par constitution, ils sont un peu moins accessibles que le reste et du coup, on a moins de stations de mesure et aussi on a des stations de mesure qui sont disponibles sur de moins longues périodes. Malgré tout, on est quand même capable d'estimer un réchauffement en particulier sur les Alpes, et ici je montre les Alpes européennes qui se situent aujourd'hui aux alentours de 2 degrés, donc on est dans la partie supérieure de ce qu'on estime sur la France. On est aussi capable, comme beaucoup de mes collègues l'ont montré pendant les exposés précédents, de faire des projections aujourd'hui de quel sera ce niveau de réchauffement selon différents scénarios. Donc là, j'en montre deux pour la température globale, un scénario d'émissions faibles en bleu et un scénario d'émissions fortes en rouge, et de décliner ces projections pour différents territoires, en particulier pour la France, ici, donc ça c'est les mêmes scénarios, et d'estimer que pour les territoires de montagne, en particulier pour les Alpes, on se situera à la fin du siècle en haut des ensembles que je présente ici pour la France. Alors ce réchauffement, cette augmentation des températures moyennes, en fait, elle est contrastée en termes de saison et on observe un réchauffement qui est plus faible en été plus fort en été et au printemps qu'il n'est fort en hiver et en automne. Et on sait aussi que qui dit réchauffement climatique dit augmentation de la température, mais dit aussi modification d'autres variables météorologiques, et en particulier en montagne, une variable qui nous intéresse, c'est les précipitations. Alors pour les précipitations en montagne, la question elle est encore plus compliquée que pour la température parce qu'on a encore moins de stations de mesure et on a encore plus d'incertitudes sur ces mesures. Mais on fait le constat aujourd'hui, et ça Christophe Cassou l'a aussi montré hier, qu'en termes de précipitations annuelles, c'est-à-dire le total pluie plus neige sur toute une année, on n'observe pas de gros changements sur la période passée. Par contre, on observe des changements en termes de saisonnalité et aussi sur certaines régions des Alpes avec, j'ai perdu mes slides, ça va revenir, avec en particulier une légère augmentation des précipitations hivernales dans les Alpes du Nord, ça c'est pas forcément dû seulement au réchauffement climatique, et un assèchement durant l'été sur les Alpes du Sud. Donc on a des changements dans la température, on a des changements dans les précipitations, et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment ça impacte spécifiquement les territoires de montagne, et en particulier quelque chose qui en fait un peu l'emblème, le manteau neigeux. Donc pour ça, je vais vous emmener au site du col de Portes, qui est un site qui est maintenu par mon laboratoire depuis les années 1960. Alors c'est un site qu'on appelle de moyenne altitude. Il est situé à 1300 mètres d'altitude. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste un champ qu'on voit ici, dans lequel il y a plein d'instruments de mesure et dans lequel on mesure depuis 1960 les variables météorologiques, mais aussi les variables en lien avec le manteau neigeux. Alors quand on regarde ces séries, ce qu'on voit c'est ça. Donc en haut, ce que vous voyez, c'est la température pendant l'hiver que j'ai moyennée du 1er décembre au 30 avril de chaque année. Chaque petit carré, c'est une année. On voit qu'on a une très forte variabilité interannuelle avec des hivers qui sont froids et des hivers qui sont chauds et que c'est toujours le cas. Alors quand on veut s'affranchir de cette variabilité interannuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des moyennes sur des longues périodes. Et ici, je vais prendre la moyenne entre 1960-1990 et 1990-2020. Et quand on compare ces moyennes, on voit qu'on observe sur ce site de moyenne altitude une élévation de la température qui est à peu près de 1 degré entre ces deux périodes de 30 ans. Qu'est-ce qui se passe pour le manteau neigeux? Donc ici, ce que je montre, c'est la hauteur moyenne de neige, moyennée sur la même période, 1er décembre, 30 avril. Chaque petite barre correspond à un hiver. On voit qu'on a toujours eu des hivers assez peu enneigés et puis des hivers très enneigés. Par contre, quand on regarde un peu dans le détail, on voit qu'on a une diminution de cet enneigement moyen. Donc si je reprends mes moyennes sur 30 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la période 60-90, on était à peu près à 1 mètre d'enneigement en moyenne, et aujourd'hui, on est à peu près à 60 cm. Donc ça veut dire qu'on a perdu 40% de l'enneigement moyen sur ce site de moyenne altitude, soit presque la moitié, et c'est un chiffre qui est très impressionnant. Alors après, l'intérêt d'un site d'observation, c'est qu'on mesure la température, on mesure la hauteur moyenne de neige, mais on mesure aussi d'autres choses. Donc on est aussi capable de dire que la quantité de précipitation totale qui est tombée depuis 1960 sur le site du col de Portes, elle est toujours la même. En gros, il tombe toujours la même quantité d'eau du ciel.
Et du coup, on peut essayer de comprendre pourquoi cet enneigement diminue. Alors pour ça, il faut juste voir que la température en moyenne en hiver, comme c'est un site de moyenne altitude, on est à peu près à 0 degré. Il ne fait pas très très froid. Et 0 degré, c'est le seuil autour duquel on passe de la pluie à la neige ou de la neige à la pluie. Du coup, ce qui se passe, c'est en lien avec cette température hivernale qui est proche de 0 degré et cette augmentation de la température, aujourd'hui, on va favoriser pendant l'hiver la pluie par rapport à la neige, par rapport à avant. Et c'est ça la première cause de la diminution de l'enneigement sur les sites de moyenne et de basse altitude. Alors maintenant, la montagne, ce n'est pas uniquement de la basse et de la moyenne altitude, c'est aussi de la haute altitude, et on a la chance d'avoir aussi des observatoires à haute altitude, en particulier nos collègues suisses, qui maintiennent un site depuis la même période à peu près, qui s'appelle le site du Weißfluor, qui est situé à 2500 mètres d'altitude, soit 1200 mètres plus haut. Et donc, ils mesurent les mêmes variables, donc on peut s'intéresser à comparer les deux séries. Donc c'est ce que je vais faire là, c'est les symboles en vert. Donc quand on regarde la température moyenne, les petits carrés verts, on voit d'une part qu'on est toujours beaucoup plus bas que le col de Porte, ça c'est normal, on est beaucoup plus haut, il fait beaucoup plus froid, moins 7 degrés en moyenne, qu'on a toujours une grosse variabilité interannuelle et que quand on compare les moyennes sur 30 ans, on a une élévation des températures qui est du même ordre de grandeur qu'au col de Porte. Par contre, en termes d'enneigement, ça va se traduire différemment. Donc là maintenant, je rajoute la hauteur de neige moyenne au site du Weißfluor, donc c'est les petites barres vertes. Toujours une grosse variabilité interannuelle, mais par contre, quand on compare les moyennes, là, aux surprises, on a quelque chose de différent, on perd que 3% de l'enneigement. Et ça, c'est dû au fait que comme il fait plus froid, cette histoire de phase des précipitations que je vous ai expliquée tout à l'heure, elle n'a que très peu d'impact. Par contre, si je m'étais amusée à regarder un peu plus loin dans la saison, qu'est-ce qui se passe en mai et en juin au Weißfluor, on aurait vu que le manteau neigeux il fondrait plus vite, dû à l'élévation de la température, et du coup qu'on a quand même une saison d'enneigement qui diminue, même à ces altitudes-là. Donc dans les Alpes, on n'a pas que le col de Porte et le Weißfluor, bien sûr, comme station de mesure, on en a beaucoup plus, et quand on prend toutes ces stations de mesure, on est capable aujourd'hui de faire le constat que depuis 1960, on a perdu un mois d'enneigement. Alors un mois d'enneigement, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment très grave? Est-ce que c'est vraiment très grave si je skie un mois de moins pendant l'année? Eh bien, déjà, d'une fait, ça peut être grave pour l'économie des régions de montagne, et ça, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur la question. Et puis, c'est grave pour d'autres raisons que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors, pour ça, on va s'intéresser à, en fait, qu'est-ce que c'est la neige? Alors, la neige au printemps, si vous aviez des loupes x20 sur les yeux, c'est ce que vous verriez. Donc, j'ai là les petits modèles réduits, si vous voulez les voir après. En gros, ce que vous voyez ici, en gris, c'est de la glace, et en transparent, c'est de l'air. Et cette neige au printemps, elle est très dense. Elle est 400 à 500 kg par mètre cube. Donc ça veut dire qu'elle contient 40 à 50% de glace, que cette glace, c'est de l'eau sous forme solide, qui va libérer de l'eau au moment de la fonte. Du coup, la neige, comme Agnès l'a dit tout à l'heure, c'est un élément clé du cycle de l'eau dans les montagnes, et c'est de l'eau de fonte qui va pouvoir être utilisée à la fois pour l'eau potable, mais aussi pour la production d'hydroélectricité dans nos montagnes. Alors comment ce recul de la neige, en lien avec le réchauffement climatique, va modifier le cycle de l'eau dans la montagne? C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc ici, je vais me placer à un temps T, et puis je vais regarder un bassin versant de montagne qui est relativement enneigé. Ce qu'on voit en haut, c'est l'augmentation de la masse de neige pendant une année. Donc on voit que le manteau neigeux il se constitue pendant l'hiver. Pardon, je tremble trop. On voit qu'on atteint un maximum à peu près au printemps, puis qu'après on est suivi par une période de fonte. Alors comment ça se traduit en termes d'eau dans les rivières? Ça se traduit comme ça. Pendant l'été, on a un débit qui est relativement faible, on a peu de pluie. Ensuite, on a une augmentation du débit qui est liée à l'augmentation des pluies pendant l'automne. En hiver, on n'a presque plus rien parce qu'il neige et qu'il ne pleut pas. Et puis après, on a un gros pic d'eau de fonte qui correspond à la fonte du manteau neigeux. Alors, dans un climat qui se réchauffe, maintenant, ce que je montre, c'est une simulation qui a été faite dans les mêmes conditions, mais j'ai juste augmenté la température moyenne. C'est les ensembles bleus bleu foncé qu'on voit sur la figure ici. Donc, on a une diminution drastique du stock de neige qui est au sol. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au col de Porte. Et puis, on voit aussi qu'on atteint le maximum d'enneigement un peu plus tôt en saison, avec une fonte qui démarre plus tôt et qui va aussi se finir plus tôt, faute de neige. En termes de débit dans la rivière, ça va se traduire comme ça. Donc on voit que le pic d'eau de fonte, il est beaucoup plus bas qu'avant. Il va se terminer plus tôt, donc il va amener à beaucoup moins d'eau en été. Par contre, en hiver, on a une augmentation des débits, et ça, c'est quelque chose qu'on observe déjà dans les bassins versants de montagne, qui est lié au fait qu'il tombe de la pluie au lieu de la neige. Et on a un débit qui est aussi beaucoup plus, on va dire, irrégulier, avec des pics, parce que la pluie, contrairement à la neige, elle coule tout de suite, et ça peut mener à des risques naturels, en particulier des crues pendant l'hiver, dont on a souffert dans le bassin grenoblois, par exemple, cette année. Alors cette eau, elle est utile pour les humains, elle est aussi utile pour d'autres choses, elle est utile pour tous les écosystèmes qui vivent en montagne, donc pour toute la flore
et la faune qui vit en montagne. Donc la neige et son recul, c'est vraiment important d'une part parce que la neige, c'est de l'eau, et c'est aussi important pour une autre raison. C'est important tout simplement parce que cette neige, elle est blanche. Quand je dis qu'elle est blanche, ça veut dire qu'elle renvoie la majeure partie du rayonnement solaire qui arrive dessus. Contrairement à un sol nu ou une pelouse, comme on voit ici, qui est beaucoup plus foncé, qui va absorber plus d'énergie. Donc quand le sol il est recouvert par la neige, on va quelque part limiter le réchauffement. Ça s'appelle l'effet albédo, qui a été mentionné hier par Gerhard et par Christophe, je crois. Et du coup, c'est quelque chose qui a une importance énorme à l'échelle planétaire quand on pense aux grandes étendues de neige qui recouvrent par exemple l'Arctique. Et dans les Alpes, c'est quelque chose qui contribue à augmenter le réchauffement, en particulier pendant le printemps. Donc la neige et son recul sont importants parce que c'est de l'eau, parce que c'est blanc, et aussi pour une dernière raison. La neige, ce n'est pas uniquement ce que je vous ai montré tout à l'heure, parfois c'est aussi ça. Donc ça, c'est de la neige poudreuse, c'est super agréable à skier. Et c'est super agréable à skier parce qu'en fait, c'est peu dense, 100 kg par mètre cube, donc ça veut dire que ça contient 90% d'air. Et on sait que l'air, c'est un bon isolant. Donc en fait, la plupart des types de neige vont être des très bons isolants. Donc quand la neige recouvre le sol, en fait, elle va isoler le sol et tout ce qui y vit des variations de température de l'air. Donc pendant l'hiver, en fait, elle va isoler du froid. C'est la propriété qu'on utilise quand on dort dans un igloo, par exemple. C'est une propriété qui est aussi utilisée par les plantes et par les animaux qui vivent ou hibernent dans le manteau neigeux. Quand le sol va se déneiger au printemps, plus tôt maintenant avec le réchauffement climatique, ce qui peut se passer, c'est que la température de l'air est plus chaude. Du coup, ce recul plus tôt dans la saison du manteau neigeux va amener à un sol qui se réchauffe plus vite. Ça a un impact pour les écosystèmes, mais ça a aussi un impact pour le pergélisol. Donc Gerhard Kreiner a parlé hier. Le pergélisol en montagne, ça va être des sols qui sont gelés en profondeur et qui vont être un peu le ciment de certaines parois rocheuses. Donc on peut imaginer que quand cette température augmente liée à la fois au réchauffement climatique et au recul du manteau neigeux, ces sols ils vont être déstabilisés et on observe aujourd'hui une intensification des phénomènes d'éboulement et d'avalanches rocheuses. Alors, je vous ai parlé de plusieurs éléments gelés en montagne, je vous ai parlé de la neige, je vous ai parlé du pergélisol, mais il y a un autre élément que je n'ai pas encore mentionné et que je pense que vous connaissez déjà, c'est les glaciers, qui sont un peu des symboles du réchauffement climatique, des emblèmes. Ils sont spécialement sensibles au réchauffement climatique et on sait que partout dans les Alpes, ils reculent. À titre d'exemple, ce que je vous montre ici, c'est un des grands glaciers du Mont Blanc, la mer de glace, prise à un siècle d'écart, où on voit le recul drastique du front glaciaire et l'amincissement de la masse de glace. Donc ce recul et cet amincissement, ils sont dus à la fois à l'augmentation des températures au printemps et en été, qui font fondre la glace plus vite, et aussi au manque de neige pendant l'hiver. Les glaciers dans les Alpes européennes, c'est à peu près 2000 km², dont 250 km², je crois, en France. La contribution en termes d'élévation du niveau des mers, si on fondait tous les glaciers des Alpes, elle serait relativement modeste. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce recul glaciaire, il a des impacts locaux qui sont très forts. D'une part pour les écosystèmes, d'autre part pour les humains, par exemple quand on pense aux pratiques de l'alpinisme, et d'autre part et surtout pour le cycle de l'eau, parce que quand ces glaciers disparaissent, en fait, c'est de l'eau de fonte en été qui disparaît. Donc ça n'a aucun impact pour la Seine, par exemple, qui coule ici, mais ça a des impacts pour d'autres rivières et d'autres fleuves, en particulier pour le débit du Rhône. Alors, quel sera le futur de ces glaciers? C'est ce que représente cette figure, donc c'est le pourcentage de glaciers, alors ça c'est au global, perdu à l'horizon de la fin du siècle pour différentes catégories de taille. Donc on a les petits glaciers à gauche, les moyens glaciers au milieu et les grands glaciers à droite. Et les différentes couleurs représentent différents niveaux de réchauffement. Cette figure, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit une première chose qui a été beaucoup dite par Valérie hier. Quand on voit qu'il y a une forte différence sur le pourcentage en fonction du niveau de réchauffement. Donc ça veut dire que chaque degré de réchauffement compte et chaque degré de réchauffement peut faire une différence en termes de nombre de glaciers qu'on aura gardés à la fin du siècle. Ensuite, si on s'intéresse au scénario dans lequel on a un réchauffement limité de 1,5 degré, donc les barres bleues, ce qu'on voit, c'est que même dans ce scénario-là, on perd 60% des petits glaciers dans les Alpes et au global à la fin du siècle. Et ça vient du fait que les glaciers ils réagissent d'une part aux conditions de la saison en cours, mais c'est aussi des intégrateurs de tout ce qui s'est passé avant. Et donc ça veut dire que le réchauffement des décennies passées, quelles que soient nos actions d'aujourd'hui, il va impacter le recul des glaciers dans le futur et qu'une partie de leur histoire est de toute manière aujourd'hui écrite. Alors pour finir sur une touche un peu plus positive, quand on pense au manteau neigeux dont j'ai essayé de vous montrer l'importance, le manteau neigeux saisonnier dont j'ai essayé de vous montrer l'importance avant, l'histoire elle est un peu différente parce que ce manteau neigeux il n'a pas d'inertie. En fait, il va réagir qu'aux conditions de la saison en cours.
Donc ça veut dire que le jour où on arrive à stabiliser la température globale, eh ben on stabilisera aussi le manteau neigeux et tous les écosystèmes et les sociétés humaines qui en dépendent. Donc j'espère vous avoir montré à quel point le réchauffement climatique il bouleverse un équilibre fragile, celui des territoires de montagne, et que les impacts de ce réchauffement climatique en montagne, en fait, ils descendent jusque dans les plaines, et qu'aujourd'hui, on peut encore, par nos actions, préserver une partie de cet équilibre et de cette si vulnérable beauté. Je finis avec une citation de l'artiste auquel j'ai emprunté le titre de ma présentation et la plupart des illustrations que je vous ai montrées et qui, je crois, fait la transition avec la prochaine présentation. Merci beaucoup. Alors, quelques questions. Alors d'abord, une question qui intrigue, c'est pourquoi dans les graphes de l'évolution de la température, il y a ce saut en 90 plutôt qu'une évolution continue. Il semble qu'on a décidé qu'en 90, on faisait la moyenne sur ce qui se passait avant et après que ça donne une discontinuité assez forte. Alors, non, c'est pas la peine de je pense que tout le monde l'a en tête. Alors la question, c'est pourquoi c'est un choix, c'est par rapport à une évolution linéaire ou... Non, alors pourquoi on a fait ce choix sur les années 90? Alors c'est les normales qu'on prenait à Météo France précédemment. Et ensuite, le saut qu'on voit, il est lié, je crois, mais je parle un peu sous contrôle de mes collègues, aux aérosols qui ont décru et qui ont augmenté le réchauffement. Donc il y a derrière, il y a un phénomène physique... Non, mais ça ne fait rien si on ne la voit pas. Oui. Oui, je D'accord. Pense. Très bien. Alors, les difficultés présentes et à venir des stations de ski de moyenne montagne, est-ce que c'est inexorable ou pas? Est-ce que voilà, on sait déjà qu'elles devront disparaître à l'échelle de quelques années? Alors, ce qu'on projette aujourd'hui, c'est que dans un scénario de réchauffement à 2 degrés, en gros, il y a un tiers des stations françaises qui, sans production de neige, vont se retrouver dans des situations critiques en termes de niveau d'enneigement et que ça touche 80 à 80% des stations de moyenne montagne. Donc ça, c'est dans un scénario à 2 degrés, sans production de neige. Et donc la question suivante, c'est est-ce que la production de neige artificielle est la solution ou pas? Ah bah c'est une question délicate et politique, mais ouais. Voilà. Alors, d'un point de vue, on va dire, purement scientifique, la production de neige, elle peut aider à maintenir la fiabilité de certaines stations. Alors après, pas toutes, parce qu'en fait, dans un scénario où la température continue d'augmenter, ce qu'il faut voir, c'est que la production de neige, c'est quelque chose qu'on peut faire quand il fait froid. Donc les conditions favorables à la production de neige, en fait, elles vont, les temps pendant lesquels on peut produire, ils vont continuer de diminuer dans le futur. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va tout sauver. Et puis la production de neige, elle a des impacts en termes de consommation des ressources en eau et aussi en termes de consommation d'énergie. Bien. Alors, une dernière question. Sur les mesures qui avaient été montrées en Suisse, on a cru comprendre qu'il y avait une température négative par rapport au passé, c'est ça, de moins 7,5 degrés ou c'était juste une question d'échelle? C'est la moyenne hivernale. Ah, c'est la moyenne hivernale, mais c'était aussi un réchauffement. Il y a le même réchauffement qu'au col de Barth. C'était une question de compréhension. Voilà. Ben, merci beaucoup, et puis on peut continuer.